We're focused on being successful in the playoffs. We want to win it all. Give him switch. Good, here we go. I love it. Good. I think the playoffs are going to be very good. There's some great competition out there and seeing some unbelievable games and performances by players. When the lights get brighter, his game is even better. Hey, it's all here right now. Come on. I'm really excited because the playoffs kind of show you what you're made of. Fans, this is what we are waiting for now, the postseason. We've definitely come a long way, and we're gelling really well. Good hustle, boy. Let's go, G. We're out here on the brink of completing a season. It's just all good. We want to go out there, play our best basketball, and make some noise. That's our goal. Let's go, White. That's why we got here. That's why we worked so hard. We're not content. We have much bigger goals. We still have a lot yet that we want to do. A lot of things aren't where they were when we ended off the season. And I think the playoffs are going to be more open than we think. Find that rhythm. Keep going. We see a different level of competition. It's just two totally different intensities. Everybody's excited about what's at stake. Anything can happen in this situation. If Vance attains to the playoffs, I cannot wait. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous avez bien reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket pour cette quotidienne NBA. Nous continuons le marathon de ces playoffs et nous sommes dans l'ensemble des Game 3, la catégorie Game 3 pour ce qui est des playoffs NBA. Plein de matchs encore à partager avec vous, encore des pleurs, des rires, de la joie, de la tristesse, du suspense et bien entendu des news. On commence d'abord par les news avec les Blazers de Portland. Donc pour qui les blessures, en tout cas pour qui les problèmes ne s'arrêtent pas, on va rappeler simplement que les problèmes physiques s'accumulent pour certains joueurs clés des Blazers de Portland. Donc l'intérieur Zach Collins, on avait parlé de Damian Lillard hier, mais aujourd'hui on parle de Zach Collins. Zach Collins, l'intérieur des Blazers, qui va devoir se faire opérer de la cheville et qu'on ne verra plus dans la bulle. On l'annonçait absent au moins 3 matchs avant d'être évacué, mais Zach Collins va finalement être opéré. On rappelle qu'il a été victime d'une fracture de fatigue au niveau de la cheville et l'ailier fort des Blazers va donc rater la fin de saison de son équipe. Actuellement, on rappelle qu'ils sont à 1 partout face aux Lakers, match 3 ce soir. Nouveau coup dur donc pour Zach Collins qui avait déjà été opéré de l'épaule en cours de campagne. Un nouveau coup dur aussi pour les Blazers qui sont déjà privés, on le rappelle, de Trevor Ariza, Rodney Hood, Nassir Little ou Damian Lillard qui s'est blessé à l'index mais sans fracture lors du dernier match face aux Blazers de Los Angeles. Voilà, la Scoumoun continue pour les Blazers et pour ce soir on sait qu'ils vont se battre, mais on va rester un petit peu, enfin ça va nous permettre, ça va nous pousser, on va dire ça comme ça pour être plus précis, à être plus pessimiste qu'optimiste. On enchaîne avec les news, avec cette information importante concernant la reprise de la saison pour la prochaine saison NBA, la saison 2021. Et il s'agit de Adam Silver qui confirme que la saison prochaine ne devrait pas débuter donc le 1er décembre. On va rappeler que le syndicat des joueurs prépare ses membres au fait que la free agency ne devrait pas débuter le 18 octobre comme initialement annoncé et ce sera sans doute repoussé de quelques semaines. Logiquement, cela signifie que la draft initialement prévue pour le 16 octobre devrait également être repoussée comme le début de la prochaine saison. La date du 1er décembre autour de laquelle la Ligue travaille depuis quelques mois semble de moins en moins réaliste, comme l'a confirmé Adam Silver en marge de la draft de loterie. Il a déclaré « Je dirais que le 1er décembre, maintenant que nous travaillons sur cette saison, semble un peu tôt », a-t-il répondu à Rachel Nichols sur ESPN. Il avait rajouté « Notre premier objectif est de faire revenir les fans dans les salles. Je pense qu'en travaillant avec le syndicat des joueurs, si nous pouvions retarder un peu le début de saison, cela augmenterait les chances d'avoir des fans dans les salles et c'est ce que nous visons. »
On rappelle que la NBA et surtout les propriétaires espèrent ainsi de bonnes nouvelles sur le front de la pandémie du Covid-19 qui permettrait de remplir à nouveau les salles et donc de récupérer des recettes de billetterie. Reste que cette solution ferait sans doute chevaucher la prochaine saison et les Jeux Olympiques de Tokyo. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle plutôt, rassurante d'une part, puisqu'il faut tenir compte de l'évolution de la pandémie et surtout remettre les fans dans les salles. Ça va donner un petit peu de baume au cœur aux joueurs, ça c'est sûr. Parce que pour ce qui est de cette fin de saison dans la bulle, je suis certain que au-delà de l'aspect de la reprise du jeu, puisqu'il y a des joueurs les joueurs voulaient rejouer, il y a ce côté qui manque, le manque de fans, ça manque cruellement aux joueurs NBA et ça se sent sur le body language de certains. On clôture cette partie news avec, on va dans le vestiaire des Celtics de Boston pour prendre des nouvelles de Gordon Hayward, l'ailier des Celtics. On rappelle qu'il s'est blessé suite au dernier match de son équipe, une fracture de la main, on le rappelle, un problème nerveux et désormais une grosse entorse à la cheville. Gordon Hayward enchaîne les pépins et les rechutes et c'est hélas devenu une rengaine pour lui depuis son arrivée aux Celtics de Boston. Cette fois, il en a pour un mois. Et dans le meilleur des cas, on pourrait le revoir en finale de conférence si les Celtics sont encore dans cette compétition. Il a déclaré: le calendrier reste ouvert, ce sera plus ou moins en fonction de ma réaction aux soins et tout ça, donc c'est difficile à dire, personne ne sait vraiment. On rappelle que c'est une blessure qui survient alors même qu'il avait prévu de quitter temporairement la bulle pour être auprès de sa femme qui va bientôt accoucher. Le plus important pour lui, c'est de ne pas lâcher mentalement, il a déclaré. C'est dur de se retrouver écarté, je pense que les coéquipiers, la famille, les proches autour de vous sont certainement utiles pour tout ça. L'aspect mental de la rééducation est de loin bien plus difficile que l'aspect physique. Il y a beaucoup de moments où on se retrouve tout seul avec beaucoup de temps pour réfléchir. L'aspect mental est la partie la plus difficile. Je pense qu'être entouré des bonnes personnes est la clé. C'est très important, je pense clairement les avoir. Sans lui, on rappelle que les Celtics ont remporté la deuxième manche face aux Sixers. Il reste optimiste. Il a déclaré enfin: je suis heureux, on joue bien. Ce qui est bien dans cette équipe, c'est qu'on possède beaucoup de talent, beaucoup de gars peuvent prendre la suite. Et c'est clairement un plus, je suis heureux de les voir bien jouer. Je pense qu'on joue notre meilleur basket et j'espère que ça va continuer. C'est vrai qu'on est assez déçu, triste pour notre cher Gordon Hayward. Gordon Hayward, c'est vrai que depuis qu'il a rejoint les Celtics de Boston, il se blesse très très régulièrement et c'est vrai que à force de blessures, ça fatigue le cerveau, ça fatigue le mental, comme il le dit lui-même, et ce sera son plus ce sera le plus dur en tout cas pour la reprise, être mentalement prêt, être mentalement ready pour enchaîner une fois qu'il sera guéri. On attendra de plus en plus d'informations avant de les partager avec vous. On va enchaîner donc avec les résumés des matchs de la nuit, les Game 3 qui ont donc opposé les équipes suivantes, à savoir les Sixers de Philadelphie face aux Celtics de Boston, les Nuggets face aux Jazz d'Utah, les Raptors face aux Nets de Brooklyn et les Clippers de Los Angeles face aux Mavericks de Dallas. J'espère que vous êtes prêts. On enchaîne pour le résumé des Game 3. And the Raptors here this afternoon. Let's check out the starting lineups for Toronto. It's Anunoby out the season, not just in this playoff series. Mismatch. Allen extended out. Van Vliet takes and makes the three. So here is Tyler Johnson, who was coming off the bench. Johnson pops, connects. A three-point line better. However, Toronto was able to find some driving lanes. Lowry catch and shoot. He's got it. A three. Keeping Gasol extended just enough. Lowry catch and shoot for 3. Vous l'aurez compris les amis, on enchaîne avec ce résumé, le match qui a opposé donc les Nets de Brooklyn, le troisième match qui les a opposés aux Raptors de Toronto. On va rappeler que les Raptors ont pris rapidement les commandes de la rencontre grâce à leur adresse extérieure et passé un 10-0 pour mener 16-5 alors que les Nets galéraient en attaque. Justin Anderson a fait du bien à Brooklyn à son entrée en jeu, mais après 12 minutes, les Raptors menaient 24-17. En second quart-temps, Toronto s'est envolé sur 11-0 pour mener 35-19 et a ensuite déroulé toujours avec une belle réussite à 3 points. Tout le contraire des Nets de Brooklyn. Sur un shoot au buzzer de son propre temps, Fred VanVleet a porté le score à 57-42
À la mi-temps, grâce à 2 tirs à 3 points de Tyler Johnson, les Nets ont réussi à revenir à 9 points. Mais avec un excellent Pascal Siakam, auteur de 14 points dans le quart-temps, les Raptors ont repris le large pour mener logiquement 84-68 après 3 quarts-temps. Ils se sont envolés au dernier quart-temps et ont pris jusqu'à 31 points d'avance. Rien à dire, les champions ont construit leur succès sur leur adresse à 3 points avec un magnifique 18/38. Une défense solide qui a limité les Nets à un terrible 33%, donc 16/51 de loin. C'est le trio Pascal Siakam, 26 points, 11/23 au tir, donc 2/6 à 3 points, 8 rebonds et 5 passes. Fred VanVleet, 22 points, 8/13 au tir, donc 6/10 à 3 points, 5 rebonds et 5 passes. Serge Ibaka, 20 points, 8/12 au tir, 3/3 à 3 points, 13 rebonds. Voilà le trio Pascal Siakam, Fred VanVleet et Serge Ibaka. C'est le trio qui a mené les Raptors à la victoire. Kyle Lowry ne passe pas loin du triple-double avec 11 points, 10 rebonds, 7 passes et 3 interceptions. En face, Tyler Johnson a été un des rares joueurs des Nets à la hauteur des Raptors avec 23 points à 8/15 au tir, donc 5/9 à 3 points. Alors que Caris LeVert compile 15 points, 6/14 au tir et 6 passes. Timothée Luwawu-Cabarrot a vécu lui un cauchemar. Le Français avec 10 points, il était à 3/18 au tir, donc 2/11 à 3 points. Alors que Garrett Temple a shooté à 2/12. Jarrett Allen prend 17 rebonds, mais n'a pas pris le moindre shoot. Les Raptors de Toronto ont rapporté sans souci donc le Game 3 face aux Nets sur le score sans appel de 117-92. Les Raptors sont menés de bout en bout. Ils se retrouvent pour la première fois de leur histoire devant 3-0 dans une série de playoffs. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. For the Jazz, Mike love for Mike being one, an Ohio State alumni, of course. Oh, but, what a shock. It's always a rise to begin the ball game. Drop it off. And Gobert able to hammer. Royce O'Neal, he's 1-1. The first one was an overtime win. And that was Denver and Jamal Murray, who opens with the jumper. Yeah, don't overreact. Get your team into a panic mode when the series is 1-1. Murray springs free, drops in the three. And he got Millsap on a switch. On enchaîne les amis avec la suite de ces talks, de ces résumés, excusez-moi, le résumé qu'a donc opposé le Jazz d'Utah aux Nuggets de Denver. On va simplement rappeler que le Jazz d'Utah a très vite pris les commandes du match dans cette rencontre sous l'impulsion d'un super Français, Rudy Gobert, des deux côtés du terrain, alors que tout passait par Jamal Murray en début de rencontre pour les Nuggets, qui a mis les 5 premiers points de son équipe derrière ces derniers ont galéré en attaque à l'image d'un Nikola Jokic transparent dominé par Rudy Gobert. Grâce à une excellente circulation du ballon, le Jazz s'est procuré d'excellentes positions et a parfaitement servi Rudy Gobert à l'intérieur. Sans une maladresse de loin avec 1/9, le Jazz aurait pu compter bien plus que ses 11 points d'avance. Après 12 minutes, 25-14 avec 12 points et 8 rebonds. Clarkson derrière l'arc, puis Conley, coup sur coup, également à 3 points, ont permis au Jazz de s'envoler face à une équipe de Denver à la rue des deux côtés du terrain, 36-16. À peine de retour en jeu, Rudy Gobert a ajouté 6 points pour donner 24 points d'avance au Jazz, 46-22. Michael Porter Jr. a tenté de limiter la casse à 3 points, puis Jokic, excusez-moi, puis notre cher Nikola Jokic donc est enfin entré dans son match, mais le Jazz a continué de trouver sans cesse solutions en attaque, 56-31 sur des shoots primés de Mitchell et Niang, forçant Malone à prendre un temps mort. Denver a enfin fait un run en sortie de temps mort avec une meilleure défense et un Jokic enfin présent, bien aidé par Paul Millsap. Les Nuggets ont passé un 14-3 pour revenir à 14 points, auquel Mike Conley a mis fin avec un dernier shoot à 3 points, 59-42 après 24 minutes de temps de jeu. Alors qu'on pensait qu'on allait peut-être avoir un match, le Jazz a fait pleuvoir les tirs à 3 points, 2 de Conley, 1 de Mitchell et 1 d'O'Neal pour s'envoler au score malgré des tirs à 3 points de Jokic et Grant. Les Nuggets ont vu le Jazz prendre 27 points d'avance, 77-50 en démonstration
avec Rudy Gobert qui a continué d'être trouvé près du cercle et Mike Conley qui a rentré un dernier panier au buzzer. Le Jazz a viré en tête 94-62 après 3 quarts temps. Les deux coachs ont mis les remplaçants sur le terrain à l'exception de Mike Conley qui a planté un dernier tir à 3 points pour faire passer l'avance à 38 points. L'affaire était pliée par le Jazz d'Utah. Vous l'aurez compris, Rudy Gobert, le Français, a sorti une grosse performance dans la nuit avec 20 points, 11 rebonds en première mi-temps. Il a terminé avec 24 points, 11 sur 15 au tir et 14 rebonds. Il a dominé Nikola Jokic qui était à 15 points, 6 sur 13 au tir et 6 passes. À la rue en défense, Mike Conley. À la rue en défense, je parle de Nikola Jokic qui n'a pas pu défendre, qui n'a pas pu être, qui a véritablement été dominé par le Français Rudy Gobert. Mike Conley, de son côté, de retour après la naissance de son fils, a été très fort sur ce match. 27 points, 9 sur 13 au tir, donc 7 sur 8 à 3 points, 4 passes, alors que Donovan Mitchell a ajouté 20 points à 5 sur 13 au tir, donc 2 sur 6 à 3 points. Jordan Young a été précieux en sortie de banc avec 16 points. Il était à 4 sur 6 à 3 points. Le Jazz a mis tout le match. Pendant tout le temps de ce match, le Jazz a martyrisé la défense des Nuggets en trouvant des solutions en attaque. À chaque fois, ils ont shooté à 51%, donc un 18 sur 37 à 3 points. En face, les Nuggets ont shooté seulement à 38%. Leur tir était à 12 sur 38 à 3 points. Jamal Murray fait aussi un très mauvais match avec 12 points. Il était à 5 sur 16 au tir, donc 2 sur 8 de loin. Michael Porter Jr. à la rue en défense a très peu joué. Il a signé 7 points. Il était à 3 sur 6. Après un Game 2 largement remporté par le Jazz, on s'attendait dans une réaction des Nuggets, mais ces derniers ont livré une performance désastreuse, voire à la limite de la honte dans l'engagement compte tenu de l'enjeu. Résultat, le Jazz leur a mis une belle fessée en prenant les commandes 2 victoires contre 1 dans la série avec un succès, score 124-87. Le Jazz qui mène dans cette série 2-1. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Well, and that's the kind of bucket, just like we said with Jaylen Brown. Get yourself an easy one early, and maybe it gets you going. From deep. A little bit short, weak side rebound. Offensive by Embiid. Flicks it up and in. Swings around. Milton's a very good three-point shooter. He got a great look. If you get quality shots like that, you'll have a chance to. Was able to build his rhythm and had another huge night. Stays on the floor here as well. Harris off the steal. Taking contact and goes right to the rack. Was a decent running team during the year. Tatum gets it back. And this will be a goaltend again. That's his game. He's a spot. Allez les amis, vous l'aurez compris, nous enchaînons avec le résumé de ce Game 3 qui a opposé les Sixers de Philadelphie aux Celtics de Boston. On va rappeler qu'en tête 51-49 à la mi-temps les Celtics, puis 76-72 avant d'entamer le dernier quart-temps. Les Celtics donc ont brièvement cédé l'avantage 94-92 à la fin du match, mais son équipe devant de 2 points. Le Camerounais Joel Embiid a perdu le ballon, un ballon hyper important sur une longue passe, et Jaylen Brown a tiré les 2 points plus la faute derrière, donnant un avantage définitif aux Celtics à 1 minute 37 de ce match. Et sur la possession suivante, Jason Tatum a contré violemment, méchamment, bruyamment le Camerounais Joel Embiid par derrière. Puis les Celtics ont concédé 2 lancers francs dans la foulée. Jason Tatum en a rentré 1 sur 2 avant que Kemba Walker ne vienne achever, détruire les espoirs des Celtics dans ce Game 3 avec un step back face à Al Horford pour conclure un 10-0. Vous l'aurez compris, Jason Tatum plus maladroit, et je n'ai parlé par les fautes. Jason Tatum a plus de 30 points sur les 2 premiers matchs, a terminé à 15 points. Cette fois, il était maladroit. Il n'a pas brillé comme sur les 2 premiers matchs. En face, le Camerounais Joel Embiid a compilé 30 points et 13 rebonds, mais il était à 7 sur 20 au tir, à l'image d'une équipe limitée sur le plan offensif, très très maladroit. Les Celtics de Boston, les Sixers de Philadelphie, très très maladroits, ils ont shooté à 29,5%. Aucune équipe, on le rappelle, dans l'histoire de la NBA n'est revenue d'un déficit à 3-0 lors d'une série au meilleur des 7 matchs en NBA. Les Celtics, vainqueurs des Sixers 102 à 94, ne sont plus qu'à un match de la qualification pour les demi-finales de la conférence Est. Ils ont été portés par un excellent Kemba Walker à 24 points, 10 sur 20 au tir, 8 rebonds et 4 passes. Et Jaylen Brown et ses 21 points à 6 sur 16 au tir, 7 rebonds et 3 passes.
Ils ont bouclé la rencontre sur un 10-0 et on vous l'a dit, Kemba Walker qui a fini d'assassiner, de détruire les espoirs des Sixers de Philadelphie. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kleba mishandles. Georgia reaches in, but they feed it back over to Doncic late in the clock. Creating space. Oh, that is Doncic now with 8. Lou to retaliate on the other side, and he does, and the Clippers the lead by 2. He just looks so focused right now. Lou does. Allez les amis, on enchaîne avec ce troisième résumé concernant cette rencontre qui a opposé les Mavericks de Dallas aux Clippers de Los Angeles. On va rappeler que au moment de sa blessure, les Clippers de Los Angeles devant jusqu'à 18 points dans ce Game 3 maîtrisaient déjà bien le match, notamment grâce à 45 points marqués dans le deuxième quart-temps. Les deux équipes étaient à égalité 35 partout avant que les Mavericks ne soient tenus à 3 paniers sur les 5 minutes suivantes avec un 17-6 en faveur des Clippers qui ont pris ce moment pour prendre l'avantage 52-41 puis 68-54 à la mi-temps. Les Mavericks sont revenus à 8 points au milieu du quatrième quart-temps, mais Kawhi Leonard a répondu avec un 3 points puis un dunk main gauche sur 2 possessions consécutives. Landry Shamet, titulaire en l'absence de Patrick Beverley blessé au mollet, a signé 18 points, 7 sur 13 au tir pour les Clippers. À 4 sur 17 au tir au Game 2, Paul George a de nouveau connu une soirée bien compliquée au tir. Il était à 3 sur 16 les amis. Kristaps Porzingis a terminé meilleur marqueur des Mavericks avec 34 points, 11 sur 18 au tir, 13 rebonds. Tim Hardaway Jr. et Seth Curry ont rajouté 22 points chacun. On rappelle donc que pour Dallas, mené donc 2-1, c'est double dose plus la mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, la défaite plus la blessure de Luka Doncic qui s'est tordu la cheville. Luka Doncic qui a terminé le match avec 13 points, 10 rebonds et 10 passes en 29 minutes temps de jeu. Il s'est donc tordu la cheville gauche à 4 minutes de la fin du troisième quart-temps alors qu'il défendait sur Kawhi Leonard. Il est revenu brièvement dans le quatrième quart-temps avant de sortir définitivement et de rejoindre les vestiaires pour précaution. Voilà, battu lors du dernier match. Les Clippers ont réagi assez logiquement en s'imposant sur un score de 130-122 face à un énormissime Kawhi Leonard, auteur de 36 points, 13 sur 24 au tir, 9 rebonds et 8 passes décisives. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. La quotidienne FM NBA est à présent terminée. On va clôturer ce podcast par le résumé, notre résumé quotidien de cette nuit. On va revenir sur ce match qui a donc été une logique une fois de plus respectée dans cette conférence Est entre les Raptors de Toronto et les Nets de Brooklyn. Victoire des Raptors de Toronto sur un score de 117-92. Les Raptors mènent 3 à 0. Et on rappelle que Pascal Siakam est donc le joueur qui a mené la vie dure à ces Nets de Brooklyn, Pascal Siakam. Alors je vous invite à écouter l'analyse du média, du podcast Dino Talk sur Radio Basket. Vous avez tous les éléments concernant l'analyse en profondeur de ce Game 3 remporté par les Raptors de Toronto. Vous le trouvez donc sur notre site officiel radio.net, alors que l'ensemble de nos podcasts disponibles sur toutes les plateformes de podcast communautaire. Victoire donc des Raptors 117-92, 3-0. On peut passer à la suivante. On va féliciter Rudy Gobert et les Jazz d'Utah, le français Rudy Gobert qui a été énormissime dans son match face aux Nuggets de Denver. Il a plié Nikola Jokic dans cette rencontre. Victoire du Jazz d'Utah 124-87. On va enchaîner avec les Celtics de Boston face aux Sixers de Philadelphie et on peut dire que nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer les amis puisque les Sixers ont perdu le Game 3
avec un Joel Embiid dans ses standards, même si le Camerounais, il faut le dire, il faut quand même le dire, il faut pas le cacher. Le Camerounais qui a été l'auteur en tout cas des 2 actions de fin de match qui ont permis aux Celtics de garder la main sur ce match. Une perte de balle sur une passe mal ajustée et une prise à 2 une fois de plus et un contre réalisé par John Tatum sur le Camerounais qui a ensuite perdu le ballon. Beaucoup de pertes de balles de la part de Joel Embiid. On a senti Joel Embiid avec un body language compliqué, pour tout ça pour dire que le pivot était véritablement exaspéré par cette équipe des Sixers de Philadelphie. Je peux dire qu'il en a vraiment marre de cette façon de jouer. Il a déclaré, ce qu'on retient des dernières déclarations de Joel Embiid, c'est qu'il a dit qu'il ne veut pas avoir de sweep sur son CV. Voilà, ça marque clairement la séparation que Joel Embiid veut marquer avec ses coéquipiers qui n'arrivent pas véritablement à être à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. On va écouter Stephen A. Smith d'ESPN qui donne quelques prédictions sur les Sixers de Philadelphie. On écoute Stephen A. et ensuite on commente. In game 2, the Sixers, they jump out to a 14-point lead, and then they were outscored by 41 over the final 41 minutes. From what you've seen from this team in the first 2 games, what chance do you give the Sixers to turning this series around starting today? 0. It's over, as far as I'm concerned. I have no faith in them whatsoever. Jimmy Butler's in Miami Heat, J.J. Redick's with the Pelicans, and obviously Ben Simmons is out. And I think when you look at the Sixers right now, they seem a bit discombobulated, to say the least. Consider the fact that they were up 25-11 in Game 2, and then they were down 80-44. I got news for you, Kevin. That is a score of 69-19. They got outscored by 50 as the game progressed. It's absolutely atrocious. Nobody wanted to shoot the basketball. When they elected to shoot, they were shooting fall-away jump shots and off-balance shots or what have you. They don't seem to have any rhyme or reason, and Joel Embiid doesn't seem to have any help whatsoever. So I think that the Sixers are done. I think their coach, Brett Brown, ultimately may end up done because of this, and change is coming to the city of brotherly love, except it ain't going to be all of that brotherly. I think it's over. I think it's over, les amis. Voilà, Stephen Smith qui a donné donc le coup de grâce pour les Sixers de Philadelphie. Vous l'aurez compris, I think it's over. The Sixers is done. The Sixers is done. Voilà, vous l'aurez compris, Stephen Smith, on lui a posé la question et il est revenu encore sur le départ de ces 3 joueurs clés qui hantent véritablement les pensées des experts de la NBA. Le départ de Jimmy Butler au Heat de Miami, le départ de J.J. Redick aux Pelicans, la blessure de Ben Simmons, tous ces éléments qui achèvent le destin des Sixers cette saison. Il a répondu clairement à la question, est-ce que tu penses que les Sixers ont encore une chance de revenir de ce déficit 3-0? Stephen Smith n'est pas passé par 4 chemins, il a dit 0 chance pour les Sixers de relever la tête et de remonter ce déficit de 3-0. C'est terminé, il n'y a plus rien à faire et il a cité quelques chiffres clés qui montrent à quel point les Sixers n'ont pas la capacité véritable de jouer leur meilleur basket et il dit clairement que ça va exploser en tout cas de l'intérieur. Brett Brown qui va certainement quitter cette équipe et Joel Embiid pour qu'il ait réflexion. Joel Embiid qui aura beaucoup de temps pour réfléchir à la suite de son avenir avec les Sixers de Philadelphie. Donc voilà un peu voilà un peu ce que l'on peut dire pour les Sixers. Enchaînons avec ce dernier match qui a opposé donc les Clippers de Los Angeles aux Mavericks de Dallas. Nous avons un Paul George qui a donc été bien aidé par Kawhi Leonard. Kawhi Leonard qui porte Paul George sur ses épaules, il faut le dire. Kawhi Leonard qui a mené les Mavericks vers la victoire sur un score de 130-122. On le sait, Luka Doncic s'est blessé à la cheville dans le 3e quart-temps, mais est-ce que la présence de Luka Doncic aurait véritablement changé grand-chose, aurait véritablement impacté le changement? Certainement que oui, mais certainement à pas plus de 80%. Je pense clairement que les Clippers étaient au-dessus des Mavericks sur ce match et il n'y avait rien à dire, rien à faire. En tout cas, c'était ultra compliqué pour les Mavericks. Même si leur chance, on ne peut pas jeter leur chance dans une poubelle tout simplement parce que Luka s'était blessé. Mais voilà, les faits sont là. Luka est blessé. On ne sait pas s'il va revenir. La blessure ne semble pas très fâcheuse. Il pourrait revenir de toutes les façons dès qu'on aura d'autres
informations, on n'hésitera pas à les partager avec vous. Voilà, c'était la fin de ce talk show, de cette quotidienne FM NBA. C'était Oncle Phil Basket. Je vous invite à rester connectés sur les parquets de la radio off de talk show en veux-tu en voilà. C'est 24h sur 24 sur les parquets de la radio off. Ciao les amis, bye bye. Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything. Just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.